Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La Bénie de Césarée de Lise Chrysler, publiée aux éditions Gulfstream. Dans ce roman, nous allons partir en 1022 dans la ville de Valente. Valente est une ville construite sur un réseau de tunnels naturels et façonnés par la main de l'homme. Les catacombes n'ont jamais été totalement cartographiées et s'étalent sous les fondations des habitations, prenant leur source au cœur de la capitale pour se terminer dans les quartiers plébéiens. Cette ville est sous l'autorité de la Maxima Livia, la Bénie de Césarée, l'impératrice. Ce que le peuple ignore, c'est que celle qu'il croit être Livia, la fille illégitime de leur ancien empereur Octave et d'une simple servante, est en réalité sa fille légitime, Verina, la fille de l'impératrice folle Claudia. Verina est née quelques mois après sa demi-sœur et a grandi à Juvia. Cette ville est surnommée la cité suspendue, et pour cause. Construite sur une multitude d'îlots rocheux, perchés en plein milieu de la faille désertique qui sépare les empires de Césarée et d'Arthos, elle retient les parcelles du continent par de longs ponts suspendus. Dans le palais, celle que le peuple connaît comme étant la princesse impériale Verina est en réalité sa demi-sœur bâtarde Livia, et la vraie Verina est considérée comme Livia, l'enfant illégitime qu'il faut à tout prix cacher et qui n'héritera de rien. Depuis le début de sa vie, Verina s'est vue voler sa vie, son identité, son titre, et pour elle ne sait quelle force supérieure elle l'a tolérée, espérant que les choses changeraient à un moment. Les années passèrent et les brimades, les maltraitances et la solitude devinrent ses plus fidèles compagnes. Jusqu'à ses 17 ans, Verina pensait que sa sœur l'aiderait, car elle l'aimait, et cette certitude l'aidait à lui passer toutes ses bêtises. Car Livia n'a bien que sa beauté pour elle, la jugeote et l'intelligence lui sont totalement étrangères. Elle n'a rien trouvé de mieux que de s'enticher d'un écuyer artésien du nom de Liam. En se faisant passer pour une Antonia, elle batifole tous les soirs dans le foin, obligeant sa demi-sœur à veiller tard pour l'aider à nettoyer sa stola tachée de boue, à brosser ses cheveux pleins de foin et écouter le récit de ses acrobaties avec cet Apollon aux boucles brunes. Un soir, de retour après un énième batifolage, Liv est bouleversée, car son Liam doit partir avec son maître et lui a laissé un collier en émail pour dernier souvenir de leur idylle. C'est ce même jour que Verina apprend que leur père est sur le point de recevoir le père de l'héritier d'Arthos, dans le but de conclure une alliance en mariant l'une de ses filles, ou plus précisément sa fille préférée, Livia, que le peuple connaît sous le prénom de Verina. À cette époque, la vraie Verina pensait encore sa sœur de son côté, mais aujourd'hui qu'elle est la seule survivante du clan Césarée et qu'elle se fait passer pour Livia, elle sait à quel point elle se trompait à l'époque. Depuis cette époque, 10 ans se sont écoulés. 10 années de guerre avec Arthos, 10 années sanglantes, vengeresses et pauvres en ressources. Les sénateurs, les sénatrices, les légats et légates fomentent majoritairement dans son dos et veulent l'évincer du trône au profit de sa cousine Flavia Césarion. Verina est une menace pour tous ces politiciens en carton car ses pouvoirs de béni la protègent et la rendent puissante. Elle peut tuer par les flammes quiconque s'oppose à elle et elle l'a maintes et maintes fois prouvé. À l'heure actuelle, seule Agrippa Valerius est de son côté depuis 4 ans. Cette jeune femme connaît son secret et s'en est servie pour obtenir le poste très convoité de légate des îles impériales. À l'assemblée du jour, les sénateurs et sénatrices sont interrompus par une nouvelle incongrue. L'arrivée d'un prisonnier, une première en 10 ans. Le commandant Septimus a jugé utile de lui laisser la vie sauve au vu de son identité. La Maxima se rend dans les geôles de l'Hélion et reconnaît l'amant de sa demi-sœur, qui est en réalité Kiran Arthos. Le héros d'Arthos, le demi-frère du prince héritier Maël, le bâtard de l'empereur Duncan, le général de la rébellion artésienne, le fossoyeur des troupes césaréennes. Plutôt que de le tuer sur le champ, comme le dieu césarée en elle lui souffle à l'oreille, elle décide de l'épargner et d'en faire un citoyen césaréen. Il sera son assistant personnel. Le passé de sa demi-sœur la rattrape et Verina fait fi de tous les conseils et s'obstine à vouloir maintenir cet ennemi en vie. Une fois son frère, son pays et son peuple reniés, Kiran commence son travail auprès de sa nouvelle Maxima. Verina veut accomplir le rituel qui fera d'elle une déesse humaine une fois accompli. Mais pour ça, elle va avoir besoin de trouver le corps du divin et pour ce faire, elle va convier, comme seule une impératrice bénie de Césarée peut le faire, le scientifique le plus amène à lui donner des résultats, le professeur Hyperion Sophia.
Ce professeur et théologien est un des sages de Zéphyr, cité-État palasienne connue pour ses découvertes, ses écoles et sa bibliothèque La Troïs. Après une traversée de la mer Blanche en compagnie des aigles de Valente, Hyperion sait qu'il doit donner satisfaction à la Maxima. Si Verina veut garder l'avantage sur sa cousine et les membres véreux de son gouvernement, elle doit garder la présence du scientifique secrète et se servir de son pion artésien. Elle le missionne encore une fois contre l'avis du divin pour infiltrer les rangs de Flavia et du sénateur Tiberius. En ce faisant, elle pense pouvoir les piéger tous. Mais la prophétie la concernant lui donne deux options, soit de détruire le monde, soit de se détruire elle-même. Vers laquelle de ces prédictions ses choix hasardeux la mèneront-elles ? À vous de le découvrir par votre lecture. Une histoire classique d'infiltration en terres ennemies, de manipulation des sentiments et de trahison contre trahison. Un récit un peu trop prévisible à mon goût, dans lequel je n'ai malheureusement pas réussi à me plonger pleinement. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 4 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.